Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre. Terminé le télétravail, on a repris le chemin des studios. Nous sommes en studio avec Patrick Issartier. Salut Patrick. Thierry, Tu es un peu blanc, hein, Patrick. je suis blanc de partout. Hein. C'est très bien. Bonjour donc, effectivement, merci de nous suivre. Aujourd'hui, c'est les municipales que nous allons aborder. La dernière ligne droite, dimanche 28 juin, à la Seine-sur-Mer notamment, puisque vous le savez, Info 83 traite des municipales à la Seine-sur-Mer et qu'à la Seine-sur-Mer. C'est la deuxième ville du Var. Les électeurs seront appelés donc aux urnes dès 8h du matin ce dimanche pour élire le maire, le nouveau maire ou le maire sortant, qui est d'ailleurs notre premier invité. Bonjour monsieur le maire, Marc Villemot est avec nous. Bonjour. Alors, dans ce deuxième tour, on n'a pas fait de débat, hein, Patrick. On a pris la décision de recevoir à l'unité chaque candidat, chaque liste, donc pour parler du programme, découvrir ce programme pour certains, et enfin permettre aux Sénoises et aux Sénois de se faire une idée de la personne qu'ils vont porter donc à la tête de la deuxième commune du département du Var. On va consacrer 1 heure de temps pour chaque candidat. Il y aura des thèmes qui seront abordés. Patrick, tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Il y aura donc l'écologie dans son ensemble, hein, l'environnement, les constructions, bien sûr, l'urbanisation, le déplacement, les parkings, la gestion de l'eau, des déchets, la propreté, en fonction, bien sûr, du programme de chaque candidat, la sécurité, hein, la surveillance par caméra, la police, bien sûr, le centre-ville également, les quartiers, donc le centre-ville, avec la redynamisation du centre-ville, les quartiers nord, sud, Tamaris également. On parlera de tourisme, on parlera de culture, de loisirs, on parlera également des associations, on parlera des personnes âgées, également de l'enfance, et puis on viendra tout en fin d'interview, d'entretien, sur l'économie, l'emploi, les entreprises, les zones industrielles également, Brégaillon, les Playes. On parlera également des finances, l'endettement de la ville, on parlera des taxes également, et on clôturera cet entretien avec donc notre premier invité, monsieur Marc Villemot, maire sortant. Alors au premier tour, vous avez obtenu 23,02% des voix. Votre liste aujourd'hui pour ce deuxième tour est associée, pactisé, vous avez pactisé avec Luc Patin-Treget, qui était donc le candidat de la Seine Ville et Ouverte, qui a obtenu 13,84% des voix. Donc vous faites liste commune, programme commun, en tout cas c'est ce que nous allons tenter de découvrir, l'énergie positive pour une ville verte et ouverte. Et puis avant d'entamer et de revenir sur ces thèmes que nous avons évoqués, alors je le rappelle bien sûr, tous les candidats auront les mêmes thèmes, à peu près les mêmes questions. Bien sûr, ce sera différent en fonction du programme de chaque candidat. Patrick Issartier a des questions particulières qu'il tenait absolument à poser, donc il le fera avec chaque candidat. Et à vous, monsieur Marc Villemot. Donc, Patrick. Alors la première d'entre elles, donc bonjour Marc Villemot, la première d'entre elles, c'est pour une bonne compréhension de notre débat, notre dialogue, c'est quelles sont les prérogatives d'un maire aujourd'hui versus une agglomération ou une métropole comme TPM. Quels sont vos pouvoirs aujourd'hui et qu'est-ce qui est transféré très précisément à la métropole? Oui, c'est une excellente question que j'allais de toute façon aborder au regard des thèmes que vous avez annoncés comme devant faire l'objet de notre échange. Et au fur et à mesure que vous les décliniez, je me disais, mais finalement, il y en a relativement peu de ces compétences qui font l'objet de propositions à formuler à nos concitoyens, qui sont désormais, en particulier depuis début 2019, du changement de statut de notre ancienne agglomération Toulon-Provence-Méditerranée en métropole, et relativement peu qui relèvent de la compétence communale. Et pourtant, ce sont les thèmes qui sont souhaités, en tout cas que les électeurs veulent voir abordés. Absolument, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu de la vie du quotidien ni des perspectives structurantes de l'avenir. Simplement, ce sont des compétences qui sont désormais exercées par la métropole, et le véritable enjeu est quelle relation avons-nous aujourd'hui, quelle relation allons-nous avoir ou voulons-nous avoir demain avec nos 11 collègues maires des autres communes, et en particulier avec le président de la métropole, dont les résultats du premier tour attestent qu'il sera le même que le précédent, puisque la ville de Toulon à elle seule est majoritaire dans le conseil métropolitain, et nous savons donc que Hubert Falco présidera aux destinées de la métropole pour les 6 années à venir encore, quels que soient les résultats des élections dans les, je crois, 5 ou 6 communes qui vont
élire leur maire à l'issue du deuxième tour. Ces compétences sont toutes les compétences structurantes, celles de l'aménagement du territoire, celles de l'urbanisme, celles de l'économie, celles évidemment de tout ce qui est voirie, réseaux divers. Et je dirais que au regard de la petite liste à Prévert que vous avez faite en introduction, il ne reste guère que quelques compétences en matière d'action sociale, d'accompagnement de l'enfance et de la jeunesse, qui sont des compétences purement, le sport également, et encore pas dans sa totalité, la culture, pour ce qui ne relève pas des grands équipements culturels. Finalement, ça fait peu de compétences qui sont exercées exclusivement par la commune. Et pourtant, vous avez un programme, monsieur le maire, vous avez des points, notamment parmi ceux qu'on va évoquer, qui sont abordés dans votre programme. Absolument. Une métropole, c'est une équipe de gens issus d'une douzaine, pour ce qui nous concerne, 12 précisément communes, qui apportent dans le panier de la mariée, pourrait-on dire, le panier commun, leur propre potentiel. Celui de la Seine, par exemple, est important en matière de littoral, avec nos 25 km de littoral qui ont toujours fait vivre non seulement la Seine, mais également les communes alentours, en termes d'industrie liée à la mer, en termes de pôle de compétitivité, en termes de tourisme, de balnéarité, de culture, de loisirs, de pisciculture et de pêche. Simplement, ce littoral, nous le mettons au service de tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous formulons des propositions qui concernent à la fois notre territoire et le Grand Toulon, pourrait-on dire, c'est-à-dire cette communauté de 450 000 habitants. Et il est important donc d'être bien présent donc à la métropole, c'est ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui en tant que maire. Hein. Tu voulais rebondir peut-être, Patrick? Non, Patrick, pas du tout. C'est clair, parce que des fois on entend tout et son contraire, donc on a vraiment maintenant la position de qu'est-ce qu'un maire et quelles sont ses prérogatives, et les transferts de compétences qui sont de plus en plus nombreux de toute manière auprès des métropoles ou des agglomérations, mais nous c'est les métropoles qui nous intéressent aujourd'hui. Donc on va faire attention à la façon dont on va vous poser la question. Alors on va aborder tout de suite le premier thème, abordé en français bien sûr, donc l'écologie, l'environnement. Dans votre programme, alors c'est votre programme de toute façon, votre liste, c'est l'écologie. Aujourd'hui donc l'énergie positive pour une ville verte et ouverte. Quelle est la principale, on va dire la principale mesure? Alors j'ai vu que dans votre programme, dans votre pacte avec Luc Patin-Trogé, il y avait 32 mesures. Donc quelle est la principale mesure, celle que vous allez mettre en avant, notamment? Alors c'est un sujet qui est revenu, n'est-ce pas Patrick? Sujet qui est revenu, il y a eu un battage médiatique autour des constructions. Alors Costechaude bien sûr, le dossier Costechaude, Bois Sacré, Versant. Alors, quelle va être, votre position par rapport à ce sujet-là, à ce thème-là? Est-ce que vous allez continuer donc dans ce qui a été fait, donc par rapport à ces constructions? Alors, l'ensemble des candidats souhaitent stopper les constructions. Quelle est votre position, Marc Villemot? Écoutez, vous avez bien raison de dire l'ensemble des candidats, puisque je me situe dans l'ensemble des candidats, et en effet, il n'aura peut-être pas échappé à vous-même ainsi qu'aux téléspectateurs qui vont nous regarder, que je suis engagé dans cette démarche de réduction de l'ultra-urbanisation depuis maintenant 12 années. Oui, c'est une réalité. Notre plan local d'urbanisme, celui dont nous avons hérité de nos prédécesseurs de droite, avait purement et simplement livré la quasi-totalité du territoire communal aux constructeurs, aux promoteurs. Il a fallu freiner des quatre fers, et par trois mesures, les deux premières votées par le conseil municipal, la dernière par le conseil métropolitain, puisque la compétence de l'urbanisme a été transférée à l'intercommunalité. Et donc là, on a déjà un exemple que la Seine peut obtenir de la métropole, que celle-ci vote en fonction des objectifs particuliers et des vœux du territoire. Le système est très simple. Nous allons continuer à réduire les possibilités de construire sur le territoire de la Seine, comme nous l'avons déjà fait, en réduisant de 80% les surfaces de la commune qui étaient dédiées à de l'ultra-constructibilité,
comme nous avons figé en posture, en situation de terre naturelle ou de terre agricole un certain nombre de parcelles de notre commune, et où évidemment aussi, malgré ce, en ayant pratiquement réduit de 65% par rapport à ce qu'on a connu lorsque nous avons été élus, il y a un certain nombre de points où nous rencontrons plus de difficultés à aller dans le sens de cette ville dans laquelle la nature a toute sa place, une ville qui a pour fil vert, pourrait-on dire, la nature en ville, l'agriculture de proximité, les circuits courts. Alors, vous m'avez questionné sur des points très précis. Je ne sais pas si Patrick voulait rebondir, parce que quand on voit dans les programmes, simplement Patrick, quand on voit dans les programmes construction zéro, stop au béton, zéro construction, vous dites quoi? Vous répondez quoi? C'est possible? C'est pas possible? Non, la preuve, sinon on l'aurait déjà fait. Puisque je veux juste rappeler qu'en 2008, confirmé en 2014, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés. C'est tout bête, hein. On ne peut pas, la loi fort heureusement protège les propriétaires, et quelqu'un qui dispose d'une parcelle sur laquelle il est possible de construire un immeuble, sauf à avoir un projet d'intérêt public reconnu comme tel et les moyens d'acquérir sa parcelle au prix du terrain constructible, il n'est pas possible de léser les propriétaires qui ont un bien d'une certaine valeur. En revanche, nous pouvons agir pour petit à petit, c'est ce que nous avons fait, et je le répète, nous y sommes parvenus à 65% des zones ultra-urbanisables, nous pouvons petit à petit réduire ces possibilités de construire. Je vous coupe juste une question, alors plus politique, l'histoire entre les écologistes et vous, c'est une longue histoire, hein, sur 2 mandats, on pourrait la qualifier de « je t'aime moi non plus ». Pourquoi, si vous êtes élu maire, quelle est la raison pour laquelle les écologistes vont rester sur ce mandat de 6 ans? Parce qu'il y a toujours eu quand même des allers-retours avec les écologistes. Alors, quelle est la raison pour laquelle les écologistes vont rester 6 ans avec vous sans partir et sans claquer la porte d'une manière des fois un peu violente? Enfin, les écologistes, jusqu'à présent, sur les 2 mandats qui viennent de s'achever, sont allés du premier au dernier jour du mandat, pour chacun des 2 mandats, avec nous, et ils ont même, en particulier, été en charge des politiques d'aménagement durable du territoire, de l'urbanisme en particulier, mais pas seulement, et notamment de l'élaboration des 2 plans locaux d'urbanisme successifs qui intégraient ces volontés auxquelles ils sont, comme nous, mais peut-être symboliquement plus eux que nous, attachés, ces volontés qui visent à réduire l'impact de l'urbanisation sur le territoire. Donc il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement dans les 6 années à venir. De surcroît, vous l'avez relevé, nous avons signé un pacte en apposant nos signatures. Alors je sais bien que tout peut être détricoté, y compris d'ailleurs de façon courtoise, mais c'est pas du tout l'objectif. Nos 32 propositions, qui étaient les nôtres, celles de la liste de la gauche, dans laquelle il y avait tout de même des écologistes aussi quand même dedans, n'ont fait l'objet d'aucun point de désaccord avec nos partenaires de l'équipe qui était animée par Luc Pintin-Trégère, à l'exception d'un tout petit point qui est la dématérialisation des documents administratifs, nous ayant apporté l'éclairage selon lequel c'était plus consommateur en matière de bilan carbone que l'utilisation du traditionnel papier. C'est donc le seul point sur lequel nous avons eu, non pas un désaccord, mais où nous avons décidé de ne pas nous accorder. Marc Vimont, on va revenir au programme, parce que la question de Patrick, elle était très intéressante, mais elle aurait dû arriver en fin de thème. Je vais juste revenir sur l'urbanisation, juste dernière question sur l'urbanisation. Monsieur Villemot, on a dit tout à l'heure que a été transféré, une grande partie a été transférée à TPM. Bon, justement, il y a un PLU qui a été tracé par TPM. Si vous voulez changer quoi que ce soit dans l'urbanisation de la ville, vous devez modifier ce PLU avec TPM. Alors, quelle est votre position? Eh bien, comme nous l'avons fait en décembre 2019, nous avons, s'agissant de la partie seinoise du plan local d'urbanisme intercommunal, travaillé avec nos amis de la métropole, et nous avons pu
changé, notamment ce qui a permis d'augmenter les terres agricoles et les terres naturelles. Nous avons pu changer par un vote à l'unanimité du Conseil métropolitain le plan local d'urbanisme métropolitain. Il n'y a aucune raison que demain, si nous souhaitons encore faire évoluer la partie seinoise du PLU métropolitain, nous ne soyons pas dans la même configuration. Nous travaillons en confiance. Le président de la métropole a toujours affirmé qu'il n'était pas question pour lui de freiner les volontés de chacun des infra-territoires, pourrait-on dire, que sont les communes. Notre vœu est que, bien entendu, nous puissions convaincre, si besoin, nos collègues que les stratégies vertueuses d'aménagement du territoire qui sont initiées ça et là, et en particulier à la Seine, ils pourraient aussi s'en inspirer pour leur propre commune. Il ne faudrait pas que, notamment des communes complètement voisines qui se jouxtent, aient des stratégies qui soient contradictoires. Ce n'est pas le cas. A priori, avec Olioul, avec Saint-Mandrier et avec Sifour, nous avons grosso modo les mêmes visions, même si la particularité d'Olioul est un peu singulière en ce sens que nous partageons le territoire du technopole de la mer et que forcément des anciennes terres agricoles d'Olioul sont impactées par la mise en œuvre de ce projet-là, mais le maire d'Olioul sait aussi traiter le sujet en redonnant vie à d'autres terres agricoles en compensation à d'autres endroits sur sa commune. Dans votre projet prochain mandat, donc si vous êtes élu, monsieur le maire, Marc Villemot, au niveau de la circulation, du déplacement à la Seine-sur-Mer, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui va se passer? Et y a-t-il quelque chose qui va changer? Ce qui doit changer, c'est l'usage de l'automobile. Il faut être... je crois que cette crise sanitaire qui va entraîner, qui entraîne déjà une crise économique, nous a alertés sur les enjeux écologiques du territoire, de l'immédiat, bien entendu, qui est la commune, mais de la planète en général. D'ailleurs, vous le dites dans votre point 16, c'est limiter la place des véhicules les plus polluants et des voitures individuelles en ville, c'est ça? Oui. Il faut que nous accélérions, et là, on est encore dans une compétence métropolitaine. Et comment vous allez faire en tant que maire? Comment est-ce que vous allez faire? Il faut que nous accélérions les voies dédiées au mode doux, les cyclistes, les trottinettes, les véhicules qui fonctionnent avec des moyens de propulsion autres que des moteurs à hydrocarbures. Il faut pour cela que nous développions les transports collectifs, des transports collectifs propres, des transports collectifs modernes. Nous avons obtenu de la métropole qu'elle accepte le principe non seulement du maintien du tracé du transport en commun en site propre, dont nous aurions souhaité bien sûr qu'il soit un tramway, mais dont nous acceptons, nous pliant à la majorité métropolitaine, qu'il soit un bus à haut niveau de service. Nous avons même obtenu qu'il soit prolongé de plusieurs kilomètres pour desservir les lieux de vie de la Seine, c'est-à-dire qu'il puisse circuler jusqu'au quartier de Bois-Sacré. Et nous avons obtenu également que l'autre transport en commun en site propre, qui est le transport en commun maritime, les bateaux-bus, puissent se développer avec d'ores et déjà, et c'est fait, des nouvelles dessertes en termes d'horaire, mais également dans la perspective de nouvelles lignes de bateaux-bus, puisque là, ça ne pose aucun problème pour avoir les emprises foncières qui sont nécessaires lorsqu'on fait circuler un tramway ou un bus à un niveau de service. On a les lieux, le cabotage doit se développer. À partir de ce moment-là... Très vite, Marc Villemot, parce qu'on a très très peu de temps, on a une dizaine de minutes, et d'ailleurs le temps qui est consacré à ce thème est déjà terminé d'ailleurs. Question justement pour le déplacement multimodal, mais déplacement dans sa grande... Alors, et très rapidement la réponse. Rapidement. Le point noir de la Seine, c'est son accès à la Seine. Alors très rapidement la question aussi. On parle de passerelles, d'autres de ponts. Quelle est la solution que vous préconisez pour désengorger cette entrée de la Seine-sur-Mer? Celle qui est prévue et inscrite et gravée dans le marbre du programme de rénovation urbaine du centre ancien, dont je rappelle, je suis étonné d'ailleurs que certains de mes concurrents, qui sont par ailleurs conseillers départementaux ou conseillers régionaux, ne l'aient pas intégré dans leur projet, puisque le département et la région en sont désormais signataires. C'est la transformation de la façade du port,
avec un gain de place permettant le report de la circulation automobile sur l'actuelle partie du port qui est la plus à l'ouest. Tout le monde est d'accord là-dessus. Les partenaires de l'État, de la région, du département, la métropole qui en est le maître d'ouvrage ainsi que la commune ont arrêté cette disposition-là. C'est celle-là maintenant qu'il faut mettre en œuvre. Je vois mal comment on pourrait prendre le risque de perdre des moyens qui nous sont désormais acquis en proposant une autre solution. Alors toutes les solutions de surcroît de passerelles ou de ponts, faut pas se le cacher, jamais, on est dans un port militaire, la rade de Toulon est un port militaire, jamais l'autorité de la préfecture maritime ne pourra accepter quelque chose qui soit en rupture avec l'existant. Donc, on peut, ça fait rêver, j'en suis pleinement conscient, non, tenons-nous-en à ce qui maintenant, désormais, et enfin, après des années, mon premier prédécesseur, il y a plus de 12 ans, avait travaillé déjà sur le sujet, les choses sont actées. Maintenant, on va pouvoir passer à la mise en œuvre. Alors justement, on va terminer cette rubrique, ce thème, pardon, écologie, sur la gestion des déchets, gestion de l'eau, sur les parkings. Vous vouliez ajouter un mot, Marc Villemot? Il faut que nous continuions non seulement la question des déchets dans l'esprit dans lequel, à l'échelle métropolitaine, puisque là c'est encore une compétence de la métropole, nous avançons depuis quelques années, il faut que toutes les initiatives vertueuses puissent être décuplées, celle du tri sélectif de partout, bien entendu, une plus grande finesse dans le tri sélectif, c'est une nécessité, mais surtout qu'on avance vers la récupération et la remise en service des déchets. Alors pas simplement des déchets ménagers, mais des déchets de l'activité économique. Il y a là un gisement d'emplois dans une période extrêmement difficile qui s'ouvre devant nous avec cette crise liée à la crise sanitaire. C'est le champ de l'économie sociale et solidaire, celui de la récupération, de la remise en service, et qui est de surcroît une démarche vertueuse en matière écologique. Sur le plan des déchets, voilà ce qu'on pourrait dire. On est plutôt sur la bonne voie. Il faut vraiment que nous l'accélérions. Les parkings à la Seine? Là encore, une compétence métropolitaine. À ce jour, l'offre de stationnement est suffisante. Bien entendu, elle va devoir évoluer avec la réalisation du programme de l'atelier mécanique et plus globalement autour de l'atelier mécanique de ce qui certains des candidats appellent la cité de la mer, c'est-à-dire cette démarche globale qui allie à la fois développement économique, haute technologie, services, culture, loisirs, de part et d'autre de la route, en face donc de l'atelier mécanique. Ça va naturellement générer, avant que nous n'ayons les infrastructures et les réponses en matière de transport collectif et de mode doux, ça va générer forcément de l'activité automobile. Et il est donc prévu que les différents opérateurs répondent à ce besoin de stationnement. Merci. En tout cas, nous tenons à ce que nous puissions rester dans le parti pris qui a été le nôtre, c'est-à-dire la gratuité du stationnement, qui, je le rappelle, a été une conquête de notre part dans l'un de nos mandats. Et c'est un point sur lequel nous nous sommes entendus. Avec l'autorité qu'est la métropole, nous pourrons continuer à le faire. On va passer au deuxième thème, Marc Villemot, si vous le souhaitez. Vous le souhaitez? La sécurité. Ah oui, je le souhaite volontiers. La sécurité, donc, effectivement, là aussi, alors ça fait partie des thèmes qui sont sollicités par les électeurs, ce sont les préoccupations des concitoyens dans une ville. Alors, on parlait de caméras de surveillance, de renforts de police. La délinquance a baissé à la Seine, c'est ce que vous nous disiez également, 14% en moins. Donc, au niveau de la sécurité, quel est le bilan actuellement à la Seine-sur-Mer et qu'allez-vous proposer, que proposez-vous dans votre programme avec donc le pacte signé avec Luc Patin-Treget? C'est un sujet qui dépasse évidemment les compétences communales et même métropolitaines, on le comprend bien. Alors que vous êtes le premier officier de police de la ville. Bien entendu. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je me suis autorisé tout au long des années passées à interpeller chaque fois que nécessaire l'État qui, lui, exerce la compétence régalienne de la sécurité. C'est la raison pour laquelle, faisant le constat que dans notre métropole,
dans certains quartiers de la Seine, dans certains quartiers de Toulon, dans certains quartiers de Hyères, et même, on l'a vu malheureusement avec un événement dramatique, dans certains quartiers de la très paisible ville d'Olioul, depuis 3 ans environ, comme en d'autres endroits, une délinquance nouvelle, que je qualifie de criminalité nouvelle, s'est installée. C'est celle qui est liée au trafic des stupéfiants, de façon exponentielle, terrorisante pour les habitants. C'est la raison pour laquelle, dès que nous avons pu mesurer la prégnance de ce qui était en train de se jouer, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour essayer de convaincre les ministres de l'Intérieur successifs qu'il était nécessaire que notre territoire métropolitain, et pas simplement la Seine, mais aussi la Seine, donc, puisse être labellisé dans un premier temps zone de sécurité prioritaire. Nous l'avons obtenu. Dans un deuxième temps, que nous disposions d'une brigade spécialisée de terrain. Nous l'avons obtenu. Et dans un troisième temps, avec le nouveau gouvernement, que nous puissions être quartier de reconquête républicaine. C'est ce qui a produit ça donc nous a amené, les ça résultats. nous a amené à ce que nous disposions de 40 policiers nationaux supplémentaires et même d'ailleurs un petit peu plus, ça y est, on intègre les effectifs de la police judiciaire qui est absolument essentiel pour élucider les affaires. Bien sûr. Monsieur Villemot, juste une question à ce sujet. Donc vous pensez que la ville de la Seine n'est pas en capacité de faire maintenir la loi avec ses policiers municipaux? C'est impossible? Mais chacun son métier. La police municipale, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, est une police de tranquillité publique. C'est une police de vie du quotidien, de régulation du climat social. Il lui arrive aussi, et je suis impressionné par le savoir-faire des policiers municipaux, d'intervenir en parallèle et avec la police nationale sur des faits parfois de plus en plus dangereux. Je vais y venir. On a un vrai partage des tâches dans le cadre d'une convention que nous avons été la première commune du département à signer avec l'État, répartissant les rôles entre la police nationale et la police municipale. Non, en effet, une police municipale toute seule ne peut pas intervenir sur des phénomènes de criminalité, de tir de Kalachnikov. Ce n'est pas son rôle et ce n'est pas son métier. En revanche, le fait que nous ayons ce partenariat qui est loué, à commencer par le procureur de la République lui-même, parce que lui, il a les résultats. Quand vous évoquiez les 14% en moins de faits constatés et de faits élucidés, c'est une réalité objective qui n'a fait que s'amplifier au fur et à mesure que nous arrivions à parfaire notre partenariat et que l'État mettait les moyens, qui demeurent encore insuffisants d'ailleurs. Si l'État m'écoute, il faut aller plus loin que les moyens qui ont été engagés. Donc on peut y arriver, mais chacun à sa place, et en se parlant et en faisant ensemble. En revanche, le rôle de la commune, et qui est aussi celui du département, qui a la compétence en matière d'aide sociale à l'enfance et d'insertion, je crois qu'on arriverait à réduire les phénomènes de cette délinquance qui s'enquiste aujourd'hui de plus en plus dans les quartiers, et pas simplement chez nous, dans l'aire toulonnaise. C'est le problème de l'accès à l'emploi, c'est le problème de la perspective d'insertion professionnelle, notamment pour les jeunes adultes, les jeunes gens, et même les enfants qui aujourd'hui regardent. Ça, c'est le travail de la prévention. C'est une question qui dépasse effectivement, comme vous dites, que l'aspect communal. Mais c'est un ensemble. On ne va pas régler le problème de la délinquance avec simplement de la vidéoprotection, même si nous avons augmenté le nombre de caméras. Même si nous avons aussi augmenté le nombre de nos personnels du service de la police municipale de 8, c'est presque symbolique, mais c'est toujours ça au regard des finances de la commune. Non, c'est une démarche globale qui doit concerner l'État dans sa démarche éducative, l'État dans sa démarche de sécurité, l'État dans sa démarche de justice, le département dans sa démarche de prévention et d'insertion, et la ville pour tout ce qui permet de faire vivre cette mayonnaise vertueuse avec tous ces ingrédients-là. Est-ce que ça s'est dégradé depuis que vous êtes en poste à la mairie de la Seine, et pourquoi? Si on regarde les chiffres, on ne peut pas dire que les choses se sont dégradées, puisque le pourcentage de faits et de faits élucidés n'a cessé de diminuer. En revanche, c'est une nouvelle forme de délinquance que, je le répète, je qualifie de criminelle, qui, elle, s'est installée, comme elle s'est installée dans bien d'autres communes, et celle-là, elle nécessite justement ces moyens de répression, d'élucidation des faits, et des moyens également pour la justice, qui n'en peut plus parce qu'elle est complètement surchargée. Mais même avec des moyens supplémentaires, je le répète, il est vital qu'un horizon
s'ouvre pour les jeunes générations, faute de quoi on aura vraiment du mal à lutter contre une activité criminelle qui rapporte plus que le moindre emploi. des emplois avec une formation en bac plus 5. Donc vous dites, Marc Villemot, vous dites donc aujourd'hui, comme le proposent des concurrents, puisqu'on les a appelés, donc vous les avez appelés concurrents, donc je reprends votre terme, pas de police municipale supplémentaire, pas d'effectifs supplémentaires, Si. ça ne sert à rien, si quand même. Si, on a commencé à le faire, je le répète. Donc ça va continuer. Et donc, autant que faire se pourra, nous continuerons dans cette voie-là. Simplement, j'observe que cette police-là nous a permis de faire reculer de façon considérable les incivilités, le sentiment d'insécurité du quotidien, parce qu'elle est une police présente, qui se déplace à pied, dans tous les endroits de la ville où il y a du monde, qui rentre chez les commerçants pour demander si tout va bien. Combien de policiers municipaux supplémentaires donc dans votre Aujourd'hui, prochain mandat si vous êtes élu, très honnêtement, au regard de l'incertitude budgétaire qui s'offre à nous, et je crois que c'est un des sujets que vous voulez aborder en fin de notre échange, quand je mesure la perte de recettes de la crise du coronavirus que nous venons de vivre et les dépenses supplémentaires exceptionnelles qu'il fallait engager, je suis bien dans la difficulté pour vous dire de quelle marge de manœuvre je disposerai. Mais si nous pouvons continuer à avancer au rythme auquel nous avons avancé ces 6 dernières années, qui nous ont permis de créer 8 équivalents je vous ai demandé ça parce que j'en serais ravi. Marc Villemot, avant le premier tour, vous étiez sceptique. J'ai bu vos paroles lorsque vous aviez fait votre présentation, et vous étiez justement sceptique quant à l'augmentation des effectifs de la police municipale. Donc ça a changé. Mais je continue à l'être. C'est exactement ce que je suis en pour train une autre raison, donc de pour une raison vous plus indiquer. financière. Nous avons déjà fait des efforts. Je voudrais que l'État en fasse encore, principalement, parce que c'est la police nationale et la police judiciaire dont nous avons besoin, les brigades anti-criminalité, les brigades de sécurité d'intervention sur les territoires. Aujourd'hui, c'est ça le vrai problème. Ce n'est pas la verbalisation, même si c'est important pour le sentiment de ville paisible, ce n'est pas forcément la verbalisation de celui qui n'a pas respecté la durée de stationnement dans la zone bleue, qui pose vraiment le problème de fond, même si notre police municipale doit pouvoir continuer à être présente, je le répète, au quotidien, au plus près des citoyens. Je sais que ça va être un peu exagéré ce que je vais vous demander d'un mot, donc pour conclure ce thème de la sécurité, caméras de surveillance, vous allez augmenter là aussi, c'est pareil, le nombre de caméras. C'est ce que nous faisons depuis 12 ans. On a passé une grosse partie du temps et surtout c'est un investissement important, c'est budgétisé, ça représente... Oui, alors nous avons eu la chance, justement parce que nous avons obtenu d'être zone de sécurité prioritaire dans un premier temps, puis quartier de reconquête républicaine, nous avons eu la chance d'avoir des cofinancements de l'État. Donc ça aide à accélérer le dispositif, bien évidemment. Oui, ça a un coût, mais qui est un coût d'investissement relativement raisonnable. C'est plus le coût du fonctionnement derrière, parce qu'il suppose un entretien des réseaux. Et nous avons consacré, je dirais, le tout premier de mes 2 mandats à moderniser de telle sorte que, par exemple, c'est tout bête, jusqu'à présent, la police nationale avait ses propres écrans et nous avions les nôtres. Aujourd'hui, on peut voir la même chose depuis le commissariat ou depuis le siège de la police municipale. Donc ça a un coût. On va continuer. Il faut aussi en moderniser. Il faut équiper les policiers municipaux de caméras piétons dès lors que les décrets le permettront, parce que ça contribue à réguler les relations entre les citoyens et le policier. Évidemment, ça calme. Ça apaise. Ça calme, ça apaise. C'est nécessaire. Patrick, une autre... tu voulais relancer? Pas du tout. Très bien, on va clôturer ce thème. La sécurité, ça tourne autour effectivement de plus de police, voilà, essentiellement. Passons maintenant au quartier de la Seine, parce que c'est différents quartiers, la Seine-sur-Mer. On va commencer par le centre-ville. Alors là, c'est important. D'ailleurs, c'est la problématique de toutes les communes, hein. Alors, le centre-ville, le port. Alors, bien sûr, on sait qu'il y a le NPNRU, hein, donc le nouveau plan de rénovation urbaine, avec 40 millions qui vont être dévolus donc à cet endroit-là précisément. Comment donner envie et comment redonner vie et envie au centre-ville de la Seine-sur-Mer et au port, bien sûr, puisqu'il est juxtaposé, il est devant d'ailleurs le centre-ville, aux commerçants. Et comment donner envie à la population de revenir au centre-ville? Qu'allez-vous faire? Que proposez-vous, Marc Villemot? Ce que je propose, c'est la mise en œuvre de ce que
le prédécesseur de mon prédécesseur, puis mon prédécesseur, puis moi-même. Version Getorix aussi, donc. Avons essayé de faire prendre en compte de façon partenariale et coopérative par l'ensemble des institutions. Pour avoir vécu la rénovation du quartier Berthe, on sait bien que ce n'est pas à la commune toute seule, ni même à la métropole avec la commune. Là encore, nous parlons bien d'une compétence qui est une compétence qui n'est plus communale, c'est une compétence exercée par la métropole. Même ces deux institutions-là, à elles seules, ne peuvent pas y parvenir. On l'a bien vu, nous sommes enfin arrivés, il y a quelques mois, à obtenir que notre programme soit enfin partagé et accepté, à la fois par l'État, la région, j'y viens sur le détail, je vais vous dire ce qu'il en est, la région, le département, la métropole, l'État, la commune. Bien. Et c'est un programme qui est un programme avec plusieurs leviers. Le premier levier, c'est celui qui concerne l'habitat. Alors bien entendu, depuis 25 ans à la Seine, nous bénéficions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, essentiellement centrées sur le centre ancien, ou comme dans beaucoup de cœurs historiques de villes, on a de l'habitat dégradé, on a des gens même qui en jouent, ça s'appelle des marchands de sommeil. Nous avons de l'habitat qui parfois est insalubre, qui est en tout cas parfois indécent, et nous avons mis en œuvre les uns et les autres un certain nombre d'opérations. La démarche qui va être à notre disposition aujourd'hui va nous permettre d'y aller en décuplant cet effort-là. Aujourd'hui, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que ce sont des opérations qui ont été mitées dans tel ou tel endroit en fonction du bon vouloir d'un propriétaire, qu'il soit propriétaire occupant ou qu'il soit propriétaire bailleur. Là, on va pouvoir travailler sur des morceaux de centres anciens entiers, des îlots, qu'on va pouvoir faire acquérir, les mettre sous le coude, le temps que nous puissions avoir l'ensemble des immeubles sur lesquels on va pouvoir intervenir de façon globale, et que donc ensuite, on puisse intervenir de façon structurante là-dessus. C'est ça la différence fondamentale. Donc il y aura du logement privé. Et ça va s'inscrire sous la durée de ces grands travaux. On rappelle que juste ça part du marché pratiquement, de la place laïque. La place laïque, exactement, jusqu'à la poste, rue Garibaldi. Oui, grosso modo, c'est ce qu'on appelle l'hypercentre, c'est-à-dire si on veut que ceux qui nous écoutent comprennent, c'est une sorte, je vais essayer d'imager, c'est une sorte de croix de Lorraine qui partirait du haut du marché jusqu'au port par la rue Cyrus Hugues, ainsi que les rues perpendiculaires qui représentent les deux branches horizontales de la croix de Lorraine qui débouchent sur les places qui ont fait l'objet. Voilà. Votre gaullisme est en train de ressurgir. Combien de temps vont durer les travaux? C'est un chantier qui est parti pour durer, au bas mot, ce que dure le chantier de la rénovation du cœur de ville de Toulon. Il faut en être conscient. Une dizaine d'années. C'est une affaire qui, à mon avis, va durer plus de 10 ans. On commence depuis maintenant 3-4 ans à voir l'impact de ce qui a été engagé à Toulon, et on est donc dans un schéma d'une quinzaine d'années. Mais à un moment donné, il faut bien pouvoir le démarrer. Toulon l'a fait. Il n'y a aucune raison que la métropole aujourd'hui ne sache pas faire à la Seine ce qu'elle a su faire à Toulon, d'autant que je crois que, quels que soient mes concurrents, donc quel que soit le ou la future maire, nous sommes bien tous d'accord sur la nécessité d'agir de façon structurelle sur ce centre-ville. Marc Villemot, ça, c'est le premier volet. Voilà. On va avancer parce que j'aimerais bien aussi parler, on aimerait bien en fait parler des quartiers aussi. Donc le centre-ville, encore une fois, quelle part de logements sociaux, quelle part de logements privés, les commerces qu'allez-vous mettre en place également pour faire revenir des commerçants peut-être nouveaux, qu'allez-vous proposer, et pour surtout faire venir la population des consommateurs, parce que c'est ce dont on a besoin. Alors la part de logement public ou privé, je dirais peu importe, c'est la typologie de logement qui me paraît devoir être traitée. Eh bien, les orientations que nous avons assignées à notre plan local d'urbanisme, d'abord parce qu'elles permettent d'appliquer la loi qui stipule qu'il y a 25% de logements sociaux sur le territoire, sur l'ensemble du territoire. Nous l'avons porté à 30% sur les nouvelles délivrances de permis de construire. Nous sommes 40, parce que je vous coupe, on est en carence, nous, par rapport au On est en carence, on est à moins de 20% à la Seine, on est à 18 et quelques pourcents, et donc nous avons obligation de produire du logement social. Sauf que nous n'avons pas le droit de produire du logement social ni sur le quartier Berthe, ni sur le centre ancien.
Parce que l'état d'esprit de l'État en matière de rénovation urbaine, c'est justement de créer les conditions de la mixité sociale. Et là où il y a du logement social, ou qui peut être labellisé comme logement social demain, il ne nous est pas permis d'en créer du nouveau. En revanche, si nous faisons de la rénovation du logement existant, on peut tout à fait qualifier ce logement-là comme du logement social, pour peu que d'ailleurs on ait des projets de rénovation qui permettent de le labelliser tel quel. Donc c'est vrai, évidemment, notre intention. Et donc vous avez raison de relever la nécessité de pouvoir diversifier en termes de réalité sociale et économique notre population. Ce n'est pas en rajoutant du logement social dans le centre-ville qu'on va créer ces conditions-là. Il faut au contraire que nous arrivions à tirer vers le haut, créer les conditions pour que des couples, ou des personnes, pas forcément des couples, que des gens puissent venir s'y installer, ayant un pouvoir d'achat suffisant, de telle sorte que, par leur consommation de la proximité, et là on rejoint les enjeux de développement durable, par leur consommation de proximité, ils puissent redynamiser, contribuer à redynamiser l'activité économique, qui est essentiellement une activité des commerces et des services, et qui, comme dans tous les centres anciens, on le voit bien, est en terrible souffrance aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, s'agissant des commerces, en agissant sur ces parties spécifiques du centre, par des interventions au niveau des îlots sur lesquels nous allons pouvoir intervenir pour l'habitat, nous allons pouvoir aussi intervenir sur les rez-de-chaussée. Et je pense notamment à ces rues structurantes, à commencer par la façade du port, les quais aujourd'hui. Lorsqu'on aura réussi à reporter la circulation automobile un peu plus loin aujourd'hui sur l'eau, pourrait-on dire, nous allons, en ayant la maîtrise foncière des rez-de-chaussée, des anciennes échoppes du XVIIIe siècle, pouvoir les requalifier de telle sorte qu'on puisse avoir des surfaces commerciales plus importantes que la majorité des surfaces d'un centre ancien historique, et donc ce faisant, faire venir des enseignes qui sont des enseignes locomotives et qui vont aussi tirer le petit commerce, lequel doit pouvoir être soutenu aussi par des démarches coopératives et de développement durable. On va passer au quartier. Question juste concernant les quartiers, le quartier sud, dans les Sablettes, Corniche de Tamaris, etc. Quel est votre projet ? Écoutez, il va falloir que nous puissions continuer le travail qui est engagé sur la valorisation patrimoniale, en particulier du hameau Pouillon. On commence à voir l'impact des incitations qui ont été les nôtres. Le hameau Pouillon, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce village des Sablettes qui a été reconstruit au lendemain de la guerre par l'architecte de renom avec un style particulier qui fait qu'aujourd'hui il est classé et que dans les années qui ont précédé, dans les décennies qui nous ont précédés, on a oublié de le mettre en valeur. On l'a même caché avec des enseignes commerciales sans grand intérêt, etc. Aujourd'hui, on commence à inciter, et ils le comprennent bien, les propriétaires, les commerçants, ils ont pigé qu'il était utile pour eux de travailler cette dimension patrimoniale. Je crois que c'est dans cette voie-là qu'il faut poursuivre, dans cette voie-là qui nous est permise par le fait que nous avons fait classer tout le quartier et tout le littoral en aire de valorisation du patrimoine, qui nous protège de toute velléité de construction, je dirais un peu n'importe comment. Aujourd'hui, il s'agit de protéger les Sablettes, Tamaris, le Manteau, le Crouton, l'Anse de Balaguier. Il faut aussi qu'on traite la question parce que ça a un intérêt en termes de valorisation économique de la corniche de Tamaris, qui est quand même la voie de desserte et qui est surtout la façade qui est sur la mer, qui est de nature à valoriser. Alors justement, à Tamaris, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que TPM a débloqué des fonds, 40 millions d'euros pour la valorisation de cette corniche de Tamaris. C'est uniquement quoi qui va être traité ? C'est le sol, c'est-à-dire la route, le trottoir. Il va y avoir, par exemple, à côté de l'Institut de biologie marine, j'ai vu qu'il y avait comme toutes les personnes qui se baladent. Voilà, on a terminé. La petite sonnerie nous dit qu'on a terminé les 10 minutes. Donc, est-ce qu'il va y avoir quelque chose ? Est-ce que ça va rester en friche comme ça ? Est-ce qu'il va y avoir une valorisation, par exemple, économique sur la corniche de Tamaris, entre le rond-point des Sablettes et Bois-Sacré, par exemple? Sur la corniche de Tamaris, je dirais que on est à peu près tous d'accord pour dire surtout on ne touche rien. D'abord parce on ne le peut pas, mais on requalifie. Vous évoquiez l'Institut de biologie marine, il y a un projet qui est porté par l'Université de Lyon qui en est propriétaire, de telle sorte que nous le valorisions.
Sur le terrain qui le jouxte, on a là un exemple d'acte écologique à conduire, puisque c'est un endroit où il y a certaines faunes et certaines flores particulières, Donc et il faut au contraire largement le préserver. Nous avons supprimé les derniers espaces qui pouvaient être ouverts à l'urbanisation. Ils ont disparu avec notre dernière révision du plan local d'urbanisme. En revanche, maintenant, il faut rendre beau et rendre attractif. Favoriser les modes de déplacement d'aujourd'hui, les mobilités douces, et donc le chantier qui va être étalé là aussi sur plusieurs années par la métropole, puisque les voiries relèvent de sa compétence, c'est donc celui-là. Le gros du chantier, on ne le voit pas, il est en dessous. Il faut conforter, puisque c'est fait sur des enrochements qui n'ont pas été revisités depuis 70 ans, mais il va y avoir évidemment un système qui va réduire la circulation automobile, favoriser la circulation des transports en commun, et favoriser évidemment pistes cyclables et voies piétonnes, avec probablement, si la Marine nationale et si la direction départementale des territoires et de la mer, c'est-à-dire l'État, nous le permettent, probablement quelques petites avancées sur la mer, de telle sorte que les activités traditionnelles des pêcheurs du dimanche puissent continuer. Ça sera fait donc sans être obligés de se garer sur le trottoir comme ils le font aujourd'hui. Sur les prochaines... Sur les 6 années du mandat, je pense qu'on y arrivera, oui. D'accord. Les chantiers devant commencer à l'automne prochain par la partie la plus au nord. Très bien. Voilà. On avait donc alloué un certain temps pour chaque thème. On va arriver maintenant Il reste même pas 10 minutes pour finir sur l'économie et les finances. Alors, on va arriver au tourisme. Donc le tourisme, là aussi, c'est important. La Seine, c'est une ville touristique. Tout appelle au tourisme à la Seine-sur-Mer. Qu'est-ce que vous allez mettre en place durant votre prochaine mandature, encore une fois, si vous êtes élu? Il ne nous aura pas échappé que depuis le début de mon deuxième mandat, donc il y a 6 ans, un nouvel hôtel a été créé chaque année, ou un hôtel qui était fermé ou en déshérence a été requalifié, à commencer d'ailleurs par le Grand Hôtel des Sablettes, qui est un hôtel de prestige. Alors évidemment, c'est pas le maire qui a construit les hôtels, c'est pas le président de la métropole qui aussi, puisque la compétence économique et tourisme en particulier est une compétence métropolitaine. Simplement, je pense que nous avons créé les conditions des infrastructures urbaines, même si elles demeurent à parfaire, de la dynamisation par la culture, par le loisir, par la valorisation et la protection. Pavillon bleu, par exemple, sur la qualité des eaux de mer. On ne l'avait pas, ça fait 5 ans qu'on l'a, chaque année on vient à nouveau de l'avoir. Pour ce qui relève de nos compétences, nous devons créer les conditions de l'appétence des touristes à venir sur notre territoire en le protégeant. On a protégé 60 hectares sur le secteur de Fabregat, qui risquait d'être ouvert à l'urbanisation. Nous sommes sur le point, nous sommes calés avec l'État, la Marine nationale et le Conservatoire du littoral de protéger la pinède de Saint-Elme, par exemple. Oui, aujourd'hui, nous avons la chance à la Seine d'avoir connu plusieurs décennies celles où ont été construites des marinas sur la Côte d'Azur. Nous n'avons pas connu ça parce que nous avions l'image d'une ville ouvrière. Et donc, nous avons évité ces travers-là. Aujourd'hui, nous savons valoriser notre territoire. Et la bonne preuve, c'est que les opérateurs du tourisme, ont commencé et chaque année confirment que le territoire est intéressant et qu'ils y font leurs affaires. Et donc, nous allons continuer évidemment dans cette voie-là. Pour ce qui relève de nos compétences, évidemment, je n'ai pas envisagé de créer un hôtel 5 étoiles municipal. Est-ce qu'il y aura à la Seine-sur-Mer, sous votre mandature, en ce qui concerne maintenant les loisirs? Alors bien sûr, il y aura le cinéma. D'ailleurs, on va en parler, Patrick. Il y avait une question, je crois, à ce sujet. On ne peut pas ne pas parler du cinéma, qui a fait vraiment énormément de remous. Est-ce qu'il y aura des manifestations différentes à la Seine-sur-Mer? L'animation est importante quand même à la Seine-sur-Mer. Absolument. Puissions-nous disposer des moyens dont nous disposons aujourd'hui pour maintenir les événements existants. Chacune de nos communes dans notre métropole a ses spécificités. Nous avons notre festival de la bande dessinée par exemple, comme nous avons notre festival Sandé Chopin, comme nous avons notre festival cubain. Nous avons un certain nombre d'événements culturels qui rythment la vie et puis des programmations, notamment avec notre espace Tiso qui n'est pas réservé qu'aux gens de son environnement. Évidemment, nous avions notre festival de cirque qui
qui a malheureusement dû arrêter faute de moyens de l'État et de la région, puissions-nous éviter de devoir mettre un terme à certains de ces événements-là, même si ceux-ci sont susceptibles d'évoluer. Notre festival Couleurs Urbaines, par exemple, n'est plus aujourd'hui ce qu'il était lorsque nous l'avons créé il y a 7 ou 8 ans. Et c'est bien normal. Pourquoi dis-je ça? C'est parce que ça va vous amener, puisque vous dites que le temps est réduit, oui. nous sommes, et c'est pas une spécialité seinoise, toutes les collectivités locales souffrent des politiques publiques de l'État qui, à la fois, attendent beaucoup des territoires et à la fois n'ont de cesse de couper les vivres à ces territoires-là. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a quelques jours se réunissait le conseil métropolitain et que le président de la métropole a évoqué la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est complètement inédite à l'échelle métropolitaine, qui probablement va nous amener à activer l'emprunt pour Toulon, Provence, Méditerranée. Parce qu'évidemment, on partage le point de vue avec le maire de Toulon, président de la métropole, qu'on ne peut plus aussi pressurer les gens en augmentant les impôts. Mais les pertes de recettes et les dépenses exceptionnelles générées par la crise sont considérables pour les communes et les intercommunalités. Donc, aujourd'hui, si l'État n'est pas au rendez-vous pour nous accompagner, l'État, lui, il peut s'autoriser d'être en déficit. D'ailleurs, il ne s'en prive pas depuis des décennies et des décennies. Nous n'en avons pas le droit. Il va falloir qu'il nous aide, ou du moins qu'il nous permette d'étaler sur plusieurs années des dépenses de fonctionnement que nous avons évidemment engagées sans état d'âme. Il fallait répondre à l'urgence sanitaire. Monsieur Villot, je vous coupe là, parce que le temps qui nous est imparti défile. Précision sur le cinéma. Moi, je voudrais avoir une précision. Quelle est votre position sur le cinéma? Est-ce que vous allez continuer à produire des plans pour ces ateliers mécaniques, ou est-ce que vous allez cesser cette organisation puisque vous avez fait une alliance, une union avec monsieur Luc Patin-Tringer qui n'était pas favorable? Alors, il y a, je pense, un malentendu s'agissant de la position de Luc Patin-Tringer. Il ne parlait pas du cinéma. Il parlait mécanique, donc non. Il parlait globalement. Et on a eu l'occasion déjà de le dire publiquement, d'apporter un rectificatif à ce qui a pu être mal compris. On parle globalement du territoire sur lequel est installé l'atelier mécanique, mais également du territoire qui est de l'autre côté, au sud, et qui est aussi une propriété de CNIM et qui, à terme, pourrait être intégré dans un programme global d'aménagement dans l'esprit de ce que un des candidats qui n'est pas allé au bout de sa démarche, je pense à Philippe Le Sauce, appelle la Cité de la mer. Voilà. Nous sommes bien d'accord avec lui. C'est très clair. Nous continuons le projet. Et nous sommes complètement d'accord avec Luc Patin-Tringer, et nous l'avons dit, il l'a dit lui-même, pour que nous continuions le projet. On ne va pas s'arrêter, alors que depuis la campagne des élections municipales, nous venons de gagner 3 procès sur le sujet au tribunal administratif. Le Conseil d'État doit trancher définitivement. Alors il reste celui-ci parce que il y a des gens qui s'obstinent dans une association depuis des années et des années à empêcher les Seinois, qui sont les habitants de la seule commune de plus de 50 000 habitants de France à ne pas avoir sur leur territoire une salle de cinéma, à obtenir satisfaction. Donc on est sur le point d'y parvenir, on va surtout pas revenir en arrière. C'est une attente énorme de la part de nos concitoyens. Au contraire, si nous parvenons à le réaliser, ça nous donnera des éléments qui nous vont permettre d'aller au-delà du programme, qui est un programme qui n'est d'ailleurs pas qu'un programme de 9 salles de cinéma. Il y a également 2 hôtels, il y a également des commerces et probablement des activités de services, mais également un aménagement urbain qui va autour et qui va pouvoir ouvrir des perspectives sur ce qu'on peut appeler le programme de la Cité de la mer, c'est-à-dire les autres terrains environnants qui vont depuis l'espace économique maritime Grimaud jusqu'au cœur de ville. Donc là, on a évidemment la ferme intention que ça aille à son bout, et c'est vrai que nous sommes sur les starting blocks, nous-mêmes, la commune, mais surtout l'opérateur, qui, je le rappelle, n'a pas renoncé à son projet, malgré les vicissitudes que nous rencontrons de la part de gens dont je sais qu'ils soutiennent, puisqu'ils se sont affichés avec eux, qui soutiennent certains de nos adversaires. À croire que
On veut faire payer peut-être aux Seinois qui ont un droit à la culture, un droit à l'éveil, un droit au loisir, un droit à la convivialité, le fait que ce projet, que je n'ai pas initié, c'est un projet de 30 ans, eh bien, ait été sur le point de déboucher, porté par une municipalité de la gauche et de l'écologie. Merci Marc Villemot donc pour ce thème. On parlera des associations également tout à l'heure en toute fin d'émission. On n'en est pas loin. Non, on a encore deux fois 10 minutes encore. Hein. Effectivement, c'est le temps qui est alloué donc à chaque candidat, c'est 10 minutes par thème. Bien sûr, après il faut rajouter effectivement le temps de parole des questionneurs. L'économie. Alors, comment faire venir des entreprises à la Seine-sur-Mer? Ça, c'est aussi un cheval de bataille aussi. Ça fait partie de vos compétences? Non, pas du tout. C'est une compétence métropolitaine, encore une fois. Mais nous l'exerçons, je pense, de façon fort habile avec la métropole, et en particulier avec nos 2 communes voisines, nos 3 communes voisines, s'agissant de l'aire économique de l'ouest toulonnais, hein, Sifour, Olioul, Saint-Mandrier et la Seine. On a survolé la question du tourisme, on travaille en effet ensemble, et ma foi, les résultats sont à la hauteur de nos espérances, mais de la même manière, on travaille sur tout le reste. Nos zones d'activité économique sont quasiment pleines, il reste un petit foncier disponible sur la commune de Sifour pour notre zone partagée avec Olioul et Sifour, et les résultats en termes de création d'entreprises et de création dans la durée et d'augmentation du nombre de salariés sont tout à fait à la hauteur. On est passé sur les 4 dernières années de 12 000 à 17 000 salariés sur notre zone d'activité partagée entre nos 3 communes. Donc c'est que ça marche. La stratégie du pôle de compétitivité mer à vocation mondiale produit ses effets. On doit aujourd'hui compléter cette démarche de différenciation de l'activité économique par un volet nouveau. Alors nous avons travaillé le maintien de l'industrie, nous avons d'ailleurs des inquiétudes avec les difficultés que rencontre la plus grande entreprise qui est CNIM, et pour laquelle nous nous impliquons au plus haut de l'État pour qu'il évite son démantèlement. Nous avons aussi des inquiétudes pour la grande entreprise industrielle navale militaire, qui est Naval Group, qui, avec l'incendie du sous-marin, pourrait éventuellement perdre un peu de confiance de la part de son donneur d'ordre, qui est l'État. Mais pour l'activité économique, il y a là les savoir-faire, les grosses entreprises, leurs sous-traitantes moyennes et petites, et il y a tout ce qui tourne autour des autres technologies, et en particulier les technologies propres et de la nature et de l'océan, autour d'Ifremer, avec la mutualisation que nous avons portée d'outils de travail communs. Donc là, on a le pain et le couteau sur ce volet-là. On a également, on l'a évoqué, cette stratégie de développement de l'activité du loisir, de la culture, du balnéaire, du tourisme. Il nous faut aujourd'hui agir sur un 3e volet, qui est le volet de l'économie verte et de l'économie sociale et solidaire. Parce que c'est celle-là qui génère les circuits courts, c'est celle-là qui est vertueuse en matière de dépenses d'énergie, c'est celle-là qui crée de la relation humaine, c'est celle-là qui crée de l'emploi, c'est celle-là qui crée une autre façon de vivre la relation du consommateur au vendeur et au producteur. C'est celle-là qui fait de la vie, et c'est celle-là qui peut nous aider sur des territoires comme le centre ancien, par des démarches de coopératives, utilisant les fameux espaces commerciaux que nous allons récupérer et pouvoir mettre à disposition. Ça crée aussi les moyens à la fois d'agir de façon vertueuse dans le sens du développement durable et soutenable, et ça crée aussi la vie sociale dans un monde qui risque d'être de plus en plus difficile pour un certain nombre de nos concitoyens en perte d'emploi. Cette compensation-là, elle est vitale. Et ça crée les conditions de la mise en perspective d'insertion des personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi. Monsieur Villemot, l'économie du numérique. Elle est vitale et elle s'exerce déjà. En revanche, elle mérite d'être plus repérée, devrais-je dire, d'autant plus que nous avons ce qu'il faut en matière de formation et de formation universitaire sur notre territoire. Je rappelle que je suis vice-président en charge de l'enseignement supérieur de notre métropole, et donc je sais de quoi je parle. Nous avons ce qu'il faut en termes de levier aujourd'hui, en termes de formation initiale et de formation continue.
Nous avons de la place pour les Fab Labs, nous avons de la place pour les espaces numériques et nous avons aussi les besoins des entreprises autour de l'ingénierie pour pouvoir avoir des donneurs d'ordre pour cette économie-là. Elle est, en effet, je l'ai située dans le levier premier qui était celui de l'ensemble des nouvelles technologies. Vous avez eu raison de me le faire préciser. Elle est présente et elle a aussi tout son devenir, à condition qu'elle ne soit pas, il faut qu'on soit très prudent, de nature à tuer l'économie de proximité par du virtuel. Monsieur Villemot, si tant est que vous ayez fait des erreurs durant ces 12 années passées à la mairie de la Seine, quelles sont-elles et qu'est-ce que vous allez faire dorénavant pour redémarrer la Seine, cette partie économique? Est-ce que vous avez fait des erreurs? Est-ce que vous estimez avoir fait des erreurs? Et puis, quelles sont-elles? Et puis, quels sont vos choix économiques justement pour faire redémarrer cette ville qui a tant souffert? Non, vous allez me trouver présomptueux, mais en matière économique, enfin du moins de dynamique économique du territoire, je pense au contraire, et les chiffres sont là, que nous avons été plutôt performants avec nos partenaires de la métropole. Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir franchir le cap de cette crise économique qui s'ouvre devant nous et qui pourrait être bien plus terrible que celle qui a été vécue par nos pays en 2008-2009. Et dont, en tout cas, les premières victimes seront très certainement les personnes les moins qualifiées et celles qui ont des statuts professionnels les plus fragiles. On a commencé à le voir. Moi, je suis abasourdi qu'au XXIe siècle, dans un pays riche comme le nôtre, dans notre ville à la Seine, les files d'attente devant les Restos du Cœur ou les autres associations qui donnent des produits de première nécessité à nos concitoyens les plus humbles, eh bien ces files d'attente s'allongent et s'allongent de jour en jour. C'est donc là-dessus qu'il va falloir agir. C'est le champ de la tierce économie, je le répète, celle de l'insertion sociale et professionnelle. Par exemple, il ne faudrait pas que la région s'obstine dans son refus de continuer à financer, dans son refus de financer les chantiers d'insertion. On va en avoir besoin. Des gens vont perdre l'équilibre. Il va falloir leur remettre le pied à l'étrier. C'est absolument vital. Il faut que l'État revoie également sa politique en matière d'apprentissage. Nous avons un bijou à la Seine, pas que à la Seine, mais il ne sert pas qu'à la Seine. Et l'apprentissage est un vecteur essentiel. La formation professionnelle portée par l'éducation nationale aussi est en lourde de difficultés. Si nous n'intervenons pas globalement, du niveau du CAP jusqu'au niveau de Bac+7, pour créer les conditions de la chance de pouvoir exercer un métier, là nous serions fautifs. Alors on me dira, c'est pas de la compétence d'un maire, c'est limite de la compétence d'un président de métropole, mais nous avons notre rôle à jouer. Je pense en particulier sur des espaces comme l'ancien collège Henri Vallon, en plein cœur de la zone d'activité économique. Nous pouvons faire un lieu phare. Je pense également à notre centre ancien, avec des Fab Labs, avec une dynamique commerciale nouvelle, mais également des stratégies de formation et d'appropriation des outils, de telle sorte que les gens cheminent vers leur insertion professionnelle, faute de quoi on va rajouter une fracture sociale terrible à celle qui existe déjà. Et là, toutes les situations déjà difficiles que nous avons pu connaître et que nous avons évoquées tout à l'heure, qui ont conduit à la délinquance et de la criminalité, elles risquent fort de s'accélérer et de déborder sur bien d'autres territoires que le simple territoire communal. Merci Marc Villemot. On avait dépassé lors du premier thème de 2 minutes, les 10 minutes qui étaient imparties. On va tout de suite donc attaquer le dernier thème, c'est-à-dire les finances de la ville de la Seine, l'endettement de la ville, qui est de l'ordre de 117 millions d'euros, c'est ça, avec une prouesse sous votre mandature. Donc c'est de ramener la durée d'endettement de la ville de 99 ans à 11 ans, c'est ça ? Exact. Donc, si vous êtes en bonne voie, ça veut dire que si vous êtes élu, sous les 6 prochaines années, est-ce qu'on peut penser que la Seine sera complètement, l'endettement de la ville sera réduit à zéro, quoi, la durée en tout cas? Non. Celui qui ferait cette promesse-là serait, je le dirais tout de suite, un menteur, et je ne veux pas me mettre dans cette catégorie-là. Non, je pense, vous l'avez justement relevé, que notre endettement, notre encours de dette était de l'ordre de 150 millions d'euros à peu près. Il est aujourd'hui d'à peu près 115, 117 de mémoire. Vous aurez remarqué aussi que cette diminution a été constante sur l'ensemble des 2 mandats et à partir de l'année 2009-2010 à peu près notamment.
Il faut donc qu'on continue. Et que du coup nous nous contraignions à cette gestion rigoureuse à laquelle nous nous sommes astreints, qui a consisté essentiellement à diminuer le coût de fonctionnement des services. On l'a ramené fin 2018 au niveau où il était en 2002. C'est dire qu'il y avait quand même quelques marges, quelques leviers à activer. Mais surtout, nous avons essayé de créer les conditions de disposer d'une petite capacité d'autofinancement. L'autofinancement, c'est ce qui permet de réaliser les investissements et de gérer notre dette. On a encore la dette en elle-même, ce n'est pas un souci, mais le coût financier de la dette, ça en est un. Autant nous avons réussi à diminuer tous les autres postes budgétaires de la ville, autant celui-là, il est extrêmement difficile de le diminuer. Un emprunt, ça a un coût. Un emprunt, ça suppose qu'on paye des intérêts. Il est donc nécessaire à la fois que nous continuions dans cette voie-là, parce que ça nous dégagera de la marge de manœuvre au niveau du fonctionnement, mais surtout, ça nous permettra de prendre notre part, la part communale, dans des investissements structurants, notamment le programme du centre-ville. Parce que si nous ne pouvons pas mettre notre petite part des 10 millions d'euros sur les 41,5 millions d'euros, ben c'est tout l'édifice qui s'écroule. Donc il faut que nous continuions dans cette voie-là. Et j'ai pas d'autre solution pour ce qui nous concerne, d'autres communes qui n'ont pas connu ces situations-là. Je rappelle qu'en 2009, nous risquions d'être mis sous la tutelle de l'État. Je ne blâme même pas mon prédécesseur d'avoir endetté la ville au niveau où il l'a endetté. Il ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait la crise économique de 2008-2009. Et il l'a fait parce qu'il pensait qu'il était nécessaire de donner un élan à la reconquête urbaine par ce qu'il a réalisé sur le site du chantier naval, par exemple. Alors, donc, cette réalité-là, on en a hérité. Aujourd'hui, il faut que nous la gérions dans un contexte qui est extrêmement difficile. Avec la nouvelle crise du Covid. Donc aujourd'hui, avec des dépenses supplémentaires qui sont une réalité et sur lesquelles je ne regrette absolument pas. Elles représentent beaucoup ces dépenses supplémentaires. Elles sont pas finies parce que je pense qu'on en a encore à accomplir. Je pense qu'on va pas être loin du million. Mais surtout la perte de recettes. Parce que lorsqu'on veut soutenir l'activité commerciale, par exemple, et qu'on décide d'exonérer, comme nous l'avons tous fait à l'échelle de la métropole, les taxes d'occupation du domaine public pour les terrasses, par exemple, lorsqu'on décide de différer pour les forains sur le marché, les participations, lorsqu'on perd des recettes comme celle du casino de jeu, qui quand même représente 2 millions d'euros à peu près chaque année et qui donc du coup a été fermé pendant plusieurs mois. Maintenant, on va à peu près avoir au bas mot 2,5 millions de recettes en moins, auxquelles ça rajoute donc dans le différentiel les dépenses supplémentaires que nous avons engagées. Donc je répète qu'il fallait les engager, me semble-t-il. Il ne faut pas regretter de l'avoir fait. Donc oui, dans cette situation-là, l'exercice va être d'autant plus difficile. Et je crois que, à vue de nez des premières projections que nous avons pu faire, je vais me retrouver dans la situation dans laquelle j'étais à peu près 4 ans en arrière. S'agissant de la réalité budgétaire, raison de plus pour repartir dans le même sens, en continuant à gérer de façon la plus rigoureuse possible, mais surtout en tapant du poing sur la table en direction de l'État, parce que là, il ne doit pas abandonner les territoires, et en particulier les territoires les plus vulnérables. Il faut qu'ils viennent à l'aide des communes et des intercommunalités. C'est maintenant ou jamais. Monsieur Villemot, allez-vous augmenter la masse salariale, donc embaucher ? Non, bien sûr que non. J'observe vous aurez sûrement observé que notre masse salariale, nos effectifs de personnel sont en baisse régulière depuis maintenant 4 années. C'est pas par dogme. Moi, je pense que le service public est un vecteur de république, justement, de compensation des inégalités. Faut-il supprimer l'offre sportive, culturelle, de loisirs éducatifs, de garde de jeunes enfants, d'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes fragiles? Bien sûr que non. Qui va pouvoir vous dire ça? Et ça relève de la compétence communale. Et pour pouvoir l'exercer, il faut des êtres humains avec des formations et des qualifications et du savoir-faire et du temps à consacrer à leur mission. Donc c'est pas par plaisir que j'ai opté pour diminuer les effectifs des personnels en ne remplaçant pas tous les départs à la retraite. Grosso modo, on a remplacé la moitié de ceux qui partaient à la retraite chaque année depuis 4 ans. Donc nos effectifs sont en diminution, c'est une réalité. Ce que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire la situation complexe dans laquelle nous allons nous trouver, va forcément nous
conduire à continuer sur cette voie-là. Je vois mal comment, alors que, à regret, je nous ai imposé, à nous, le service public communal, de perdre des moyens humains, je vois mal comment, dans la situation nouvelle, je pourrais, de façon tout à fait démagogique, dire « Venez, il va y avoir de l'embauche à la mairie ». Ce n'est pas pensable. Malheureusement, nous allons devoir continuer sur cette voie-là. Et partout où nous pourrons ne pas remplacer un fonctionnaire territorial, nous continuerons à ne pas le remplacer. Bien sûr, il y a des métiers sur lesquels il est nécessaire, parce que ce sont des compétences obligatoires pour la ville, nous serons obligés, bien évidemment, de remplacer les gens qui partent à la retraite. Allez-vous augmenter les impôts ? Oh ben, il y a belle lurette que je ne me pose plus la question. On peut toujours faire voter au conseil municipal, lorsqu'on a une majorité, une augmentation de l'impôt local. Il reste que... il faut que nos concitoyens puissent les payer, c'est un secret pour personne. Les taux d'imposition de la Seine, tant en taxe d'habitation qu'en taxe foncière, sont les plus élevés du département. On en connaît les raisons. On sait bien que je n'en suis pas responsable, mais quand bien même en serais-je responsable, c'est une nécessité. Le système de la fiscalité locale dans notre pays républicain n'est justement pas républicain. La péréquation ne s'exerce pas. Il y a une vraie injustice entre les gens qui habitent d'un côté de la limite de commune de Sifour et de l'autre côté de la limite. Certains payent beaucoup et d'autres payent beaucoup moins. C'est une réalité qui est liée à l'histoire. On n'a jusqu'à présent pas trouvé de parlementaire qui soit suffisamment audacieux pour pouvoir remettre véritablement le sujet. Les villes pauvres, dans les villes pauvres, les personnes qui sont moins pauvres payent beaucoup plus, évidemment, puisqu'elles payent pour tout le monde, que dans les villes où la réalité sociale et économique est plus équilibrée. Et donc, aujourd'hui, ceux qui payent énormément. Si jamais ils devaient payer plus, ils n'y parviendraient pas. Ça ne sert donc à rien d'envisager une hausse des impôts locaux. Mais de la même manière, au regard des réalités que nous avons évoquées sur cette fragilité accrue par la crise des finances communales, je suis de ceux qui ne prennent pas le risque de promettre une diminution des taux d'imposition, en tout cas pas pour les toutes prochaines années. Dernière question pour ma part. L'indemnité d'un maire et de ses adjoints, enfin du conseil municipal en son ensemble, est soumise à la décision du conseil. Justement, allez-vous augmenter, baisser ou laisser telles quelles ces allocations ? Alors, mécaniquement, il faut le savoir, une ville comme la Seine, qui est bénéficiaire de la dotation de solidarité urbaine, va voir, sans rien faire, les indemnités des élus diminuer. C'est assez dingue, c'est ainsi, mais c'est ainsi. L'État a fait, dans la loi de finances 2020, probablement une erreur de calcul. Et j'ai appris ça par mes collègues qui ont été élus au premier tour des villes qui ont des quartiers prioritaires politiques de la ville. Ils ont tous perdu 5% de leurs indemnités. Je pense que l'État pourra le corriger. Je veux juste indiquer une chose. C'est que nous sommes, depuis 2008, dans cette commune... renforcée en 2014, une commune qui peut augmenter les indemnités de base des élus parce qu'elle est chef-lieu de canton, parce qu'elle est station balnéaire et parce qu'elle a des quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville. Et grosso modo, on pourrait avoir des indemnités qui seraient 40% plus importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. De surcroît, le maire, et c'était le cas de mon prédécesseur de droite, peut se voir allouer une indemnité compensatrice de frais généraux pour l'habillement, pour des dépenses liées à l'exercice de sa mission. La première des choses que j'ai faites en 2008, ça a été de supprimer cette indemnité dont le montant était à l'époque de 500 € et il n'est plus jamais revenu. La deuxième des choses que nous avons faites en 2008 et que nous avons confirmé en 2014, c'est que nous avons supprimé ces fameuses augmentations possibles du taux des indemnités et donc nous sommes à l'indemnité de base comme toutes les autres communes. Donc mon intention est évidemment de maintenir cette situation qui fait qu'aujourd'hui, un maire de la Seine, qui est une ville de 66 000 habitants, perçoit une indemnité mensuelle nette de 2 200 €. Merci.
Merci Marc Villemot pour avoir répondu à toutes ces questions sur les 6 thèmes que nous avons évoqués. Bien sûr, on peut encore faire un autre entretien, mais ce ne sera pas le cas, hein. Je ne veux pas vous décevoir. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez en tout cas convaincu ceux qui nous ont écoutés peut-être à voter pour vous. En tout cas, je vous le souhaite pour vous, comme je le souhaiterais à tous les candidats. Oui, prenez garde. Si vous êtes réélu, ça sera votre dernier mandat, Marc Villemot. Ah ben oui, j'aurais déjà souhaité que le précédent soit le dernier. Oui, je me fais un reproche. C'est celui de ne pas avoir fait, comme d'autres l'ont fait, de travailler très en amont l'émergence, non pas par la désignation d'un dauphin, mais l'émergence de successeurs au pluriel potentiel qui aujourd'hui pourraient porter nos projets à ma place. Mais finalement, ils m'ont convaincu de me relancer dans l'aventure et j'y vais avec détermination, avec volonté, en étant certain que l'équipe nouvelle qui s'est constituée, enrichie par celle de la liste des écologistes verts et citoyens qui apporte de la fraîcheur et du dynamisme, j'y vais avec vraiment une envie, bien entendu, de créer les conditions de ma retraite en 2026 par l'accompagnement comme un vieux maître d'apprentissage des plus jeunes, mais avec l'envie et la passion de faire ce qui est nécessaire pour nos concitoyens, tant à l'échelle des compétences communales, mais on le voit bien au regard de ce que ça représente en enjeu à l'échelle des compétences métropolitaines, qui seront ma principale préoccupation. Voilà, 2026, et si vous n'êtes pas réélu, donc ce qui peut arriver aussi, donc ça sera la retraite à partir du 29 juin. Je pourrais pour reprendre une activité associative, par exemple, qui a toujours été la mienne avant que je ne sois maire à la Seine. Mais je pense que malheureusement, pour mes amis associatifs qui aimeraient bien que je reprenne du service, je pense que ça ne se produira pas et que j'aurai le bonheur et les soucis, bien évidemment, d'animer à nouveau cette belle ville, riche de ses diversités, de sa complexité, mais qui avance toujours tout en étant un peu rebelle, dans la meilleure harmonie possible. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Marc Villemot. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi d'ailleurs à la date. 22 juin. 22 juin, voilà, c'est ça, le 22 juin. Et donc on n'a pas abordé de points négatifs, hein, bien sûr, de cette campagne qui ont été abordés par les différents candidats. Donc on espère que parmi les commentaires qui seront laissés, il n'y aura pas de points négatifs. Soyons constructifs. Merci à vous Marc Villemot, donc pour la liste énergie positive pour une ville verte et ouverte. Merci de nous avoir servi. Merci Patrick Issartier. À très bientôt sur Info 83. Au revoir. Au revoir, merci à vous.